Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Delphine Brard qui est directrice de la stratégie et de la communication pour l'association La Vie Active. La Vie Active, c'est une association qui gère des établissements médico-sociaux, surtout dans le Pas-de-Calais. Quelques autres départements, mais surtout Pas-de-Calais. Et ce qui est aussi intéressant, on pourra en discuter, c'est qu'il y a une forme d'équilibre entre les établissements qui accueillent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, les établissements du champ de l'enfance. Voilà, ce qui est assez rare selon moi pour des établissements, enfin pour des assos qui ont une implantation plutôt locale à l'échelle d'un département. Notre sujet aujourd'hui, c'est le collectif du Ségur pour tous, les manifestations, la mobilisation qu'il y a autour de ça. Donc, en petit rappel, on a eu le Covid qui a amené peut-être un petit effet positif, c'est la revalorisation des salaires dans les établissements médico-sociaux. Sauf que tout le monde n'a pas été revalorisé, ce qui pose problème. Peut-être, mais on y reviendra pour les établissements, enfin pour les assos qui gèrent des établissements, on va dire différents, et qui du coup, il y a une inégalité au niveau des équipes. Voilà. Avant d'aborder tous ces sujets, je vous propose de vous présenter. Bonjour, donc Delphine Brard. Je suis la directrice donc de la Vie Active au niveau de la communication. La Vie Active, c'est 4000 salariés, 90 établissements et services dans 7 secteurs d'activités différents, comme vous l'avez dit. Donc, on a un centre de formation, on s'occupe des enfants, on a une crèche, mais on a également 14 EHPAD. On est à Calais aussi, sur le secteur humanitaire, secteur adulte handicapé, le social, le travail. Donc, c'est très, très large. Et voilà, on a une vision du social et médico-social à 360. Alors, ça, voilà, c'est un point déjà qui est super intéressant. Alors, on pourrait aborder plein de sujets là-dessus. Déjà, le fait, est-ce qu'il peut y avoir des liens entre les établissements? Est-ce que ça favorise? Est-ce que ça permet d'avoir une vision plus globale? Mais aujourd'hui, vraiment, notre sujet, ce sera un peu la communication, parce que vous êtes, enfin, je trouve que vous communiquez vraiment bien, et notamment, moi, je regarde surtout à travers les réseaux sociaux. Mais on va parler du collectif Ségur pour tous, auquel la Vie Active participe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, tout d'abord, on s'est fédéré au niveau de la région des Hauts-de-France. Les associations, les grandes fédérations se sont unies pour défendre les métiers de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au Ségur, c'est vraiment la défense des métiers de l'humain avec un grand H. C'est assez rare, c'est-à-dire que dans le reste de la France, ça va être des départements qui vont s'unir ou une petite région. Nous, c'est vraiment les Hauts-de-France, ce qui donne une certaine force à notre mouvement pour défendre nos revendications. Donc, on a déjà fait 3 manifestations. Il y en a une qui a réuni 10 000 personnes. La dernière, elle date du 28 juin. On a réuni plus de 5 000 personnes. Et c'est vraiment toutes les associations des Hauts-de-France. Elles fonctionnent bien. Il y a une harmonie entre les membres. Et c'est vraiment à mettre en avant. Toutes les associations des Hauts-de-France. Enfin, toutes. Il y en a toujours qui ne sont pas, mais voilà, c'est 10 000 personnes dans la rue, ça se voit et c'est beau. Alors, quand on dit 10 000 personnes, vous avez publié donc à Bordeaux, c'est ça? Et là, c'était national. Alors, les 10 000 personnes, c'était sur l'île, uniquement sur l'île. D'accord. Juste Les sur 5 000 l'île. Ok. personnes sur le 28 juin, là, c'était uniquement sur l'île. Là, la différence, c'est que la dernière mobilisation, donc, dont vous faites référence, le 28 juin, en fait, on s'est aperçu, donc nous,
on a un comité des Hauts-de-France, mais que partout en France, en fait, il y a les mêmes problématiques. Le Ségur, c'est pas que dans les Hauts-de-France, Oui, c'est national. Ouais. c'est national. Et en fait, il y a des initiatives à Bordeaux, il y a des initiatives à Lyon, à Nantes, euh, dans le Grand Est. Partout, il se passe des choses en Occitanie, mais on n'a pas de visibilité, si vous voulez, au niveau national de ce qui se passe. Et en fait, c'est en regardant justement, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est ça aussi la force, c'est que le national, dans les journaux, on ne voit pas ce qui se passe s'il y a une petite manif à Nantes ou s'il se passe quelque chose à Lyon. Les journaux locaux vont en parler, mais pas les journaux nationaux. Et les réseaux sociaux ont cette force-là de donner une visibilité à tous ces mouvements. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, on s'appelle, et on se dit, bah tiens, vous aussi, bah nous, on a les mêmes problématiques. On a vu nos parlementaires parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a tous fait à peu près les mêmes démarches. On est tous allés voir la RS, on est tous allés voir la préfecture, on est tous allés voir les parlementaires. Et à un moment, on bloque. On voit que bah il y a quand même une chape de plomb et qu'on n'arrive plus trop à avancer. Et la deuxième étape, en fait, c'est de s'unir. Et donc là, c'est les téléphones, on s'appelle. On a donné tous ensemble une date, celle du 28 juin, pour qu'il se passe quelque chose au même moment, au même endroit, et accentuer la portée de nos revendications des métiers de l'humain. Alors, il y en a, c'est plus sur le Ségur. Par exemple, à Bordeaux, ils sont vraiment focalisés là-dessus. Et nous, la particularité des Hauts-de-France, c'est que c'est pas que le Ségur. Par exemple, si on prend les EHPAD, ils l'ont eu, le Ségur. Mais on voit que c'est pas non plus la panacée. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est augmenter, par exemple, les ratios d'encadrement, où on veut un meilleur accompagnement des personnes âgées dans les établissements et dans l'ensemble des établissements d'ailleurs. On veut pas que les établissements, on veut qu'il y ait des places supplémentaires dans nos IME, parce qu'on voit qu'il y a des files d'attente, des gosses qui attendent, etc. Et ça, voilà, c'est dans le package, j'ai envie de dire, des Hauts-de-France. Mais de toute façon, il y a un fil rouge qui unit tous les collectifs de France, et voilà. On peut revenir sur la notion, alors c'est vrai que c'est plus large que le Ségur, c'est défendre les métiers de l'humain. Vous l'avez dit, donc revaloriser l'ensemble des métiers, pas que, en fait, parce que oui, avec les EHPAD, donc quand c'était l'ARS, c'était le soin, donc les soignants ont été revalorisés. Euh, Quel métier dans les autres, dans votre association, en gros, mais du coup dans toutes les associations, qui n'a pas été revalorisé en gros? Alors, en plus, c'est les métiers les moins bien payés. On peut être les chauffeurs, tout ce qui est administratif, les agents d'entretien, etc. Et ils n'ont pas eu cette revalorisation alors ils font le même travail. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans les hôpitaux publics, tout le monde a été revalorisé, ou dans les EHPAD. C'est pas le cas par exemple, nos IME, etc. Donc, ils partent à côté, être mieux payés. Parce que actuellement, avec la crise, l'inflation, bah, 183 euros, c'est à prendre, enfin, pour payer la nourriture, pour payer l'électricité. Et voilà, donc ça veut dire que ils font le même travail, mais dans une autre structure où ils ont cette fameuse prime. Ouais. C'est vrai qu'en parlant par exemple du chauffeur, c'est abusé parce qu'il y a vraiment la notion du contact. Moi, je me posais la question au début de cette question de revalorisation et que tout le monde n'était pas revalorisé. Mais c'est de se dire, par exemple, le comptable, voire même le directeur, pour aller au bout du truc, il est dans son bureau. Donc, finalement, il y a eu plein de contraintes hein, liées au Covid. Mais c'était de se dire, finalement, l'idée Ségur, c'est revaloriser les soignants, les gens qui étaient au contact des personnes fragiles et qui étaient en direct par rapport à la pandémie et tout ça. Autant certains métiers qui peut-être peuvent être support, peuvent être à part, on peut se poser la question. Euh, mais c'est vrai que le chauffeur qui est là tous les jours, enfin, c'est un accompagnant des personnes comme les autres, ça crée vraiment enfin voilà, une inégalité. Et ce que je trouve là aussi vraiment compliqué à gérer après en tant que manager en fait, hein, et gestionnaire d'établissement, c'est comment on explique aux gens que ben, un tel il a une augmentation,
parce que tout le monde le sait, on peut pas le cacher. Comment on gère ça, quoi? Parce que ça crée une frustration terrible, une injustice. Une inégalité, parce que contact ou pas contact, les métiers de l'humain, c'est un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une Hmm. unicité. Et ça, cette vision on fait tous partie d'un collectif, d'une même équipe. On ne peut pas dire, ah bah, toi, tu mérites une prime et toi, tu ne mérites pas une prime. C'est indécent de dire, toi, oui et toi, non. Et l'établissement à côté, tout le monde là, mais pas chez vous. Il n'y a aucun critère qui ne permet de faire une telle différence. C'est totalement injuste. C'est injuste. Oui, et puis au-delà de l'injustice contre-productive, parce que j'imagine que derrière, ben, c'est de la perte de motivation, de mobilisation, même peut-être des gens qui sont partis en disant, bah ok, puisqu'on n'est pas Ils passent à considéré, côté parce qu'ils sont mieux payés. Et on ouais, peut pas leur en vouloir. Enfin, je veux dire, ils ont une famille avec des factures, hein, enfin, comme tout le ouais, bien monde. sûr. Euh, donc, euh, donc Ok, donc l'objectif, ça, c'est c'est vraiment, voilà, ça, c'est la prime Ségur. ouais. Donc ça, c'est un des objectifs sur donc la défense, la revalorisation des métiers de l'humain. Donc il y avait la prime Ségur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a parlé de La dégradation des conditions l'effectif. d'accueil. Donc, il Ouais. faut vraiment, pour les familles, pour les enfants qui sont sans solution, qu'ils puissent avoir des places pour elles. On a des listes d'attente dans nos IME, dans nos CESAD, qui sont affolants. Enfin, Ouais, ça, euh, c'est catastrophique, ouais. ça, c'est catastrophique. Enfin, c'est notre Mm. future génération et enfin, voilà, il faut des places supplémentaires. On avait par exemple dit, donc, bah, dans les EHPAD, ils ont le Ségur, mais on veut un nombre de personnel suffisant pour maintenir un accompagnement de qualité. Et ça, c'est primordial quand même. Enfin, que on sache qu'une personne âgée, que le soignant, il soit pas seul à choisir entre un soin et une urgence. C'est pas la société que l'on souhaite. La prise en compte de l'inflation. La qualité de vie. Enfin, voilà, on veut défendre tout ça. Euh, les métiers de l'humain, c'est ça avec un grand H. Ok. Qu'est-ce qui, est-ce que ça avance? Parce que du coup, vous êtes bien mobilisés. Et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, c'est que, vous voyez, par exemple, la loi grand âge, bon, on tourne en rond depuis plusieurs années et en fait, il se passe pas grand-chose. Il y a des petites évolutions, mais il y a pas, voilà, il y a pas une belle évolution. Il se passe en fait jamais grand-chose. Alors, il y a une question. Est-ce que c'est parce qu'on se mobilise mal, pas assez, parce qu'on dit rien, parce que voilà, parce qu'on bloque pas la France et du coup, ben, en gros, tout le monde s'en fout. Mais comment est-ce que vous voyez des choses qui évoluent? Est-ce que ça porte ses fruits? Alors, vous avez raison, c'est dur. En disant, bah là, on a notre troisième manifestation, est-ce qu'on doit continuer ou pas à se mobiliser? On voit que les avancées sont très faibles, qu'on n'est toujours pas écouté. Mais je crois que garder, déjà, c'est montrer qu'on se bat pour nos professionnels. Et ça, je trouve que c'est important. Par exemple, pour la prime Ségur, bah, même ceux qui l'ont eu, ils vont défiler parce que c'est cette solidarité-là qui est aussi à montrer à ses collègues de dire, bah, moi, je suis solidaire de toi. Et puis, comme je vous disais, il n'y a pas que la prime, il y a aussi les conditions de travail, les conditions d'accompagnement, parce qu'on est tous là pour les personnes accompagnées, pour nos résidents. Enfin, on veut quand même une société humaine. Donc, rien que pour cet aspect de solidarité et montrer que bah, même s'il se passe rien, on est là et on n'oublie pas. Je pense que remettre ce sujet euh, à l'ordre du jour et dire bah non 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 on va pas l'oublier, on va pas l'enfoncer genre il se passe on parle de la convention collective, laissez-nous faire, on va et ben non. Nous, on veut ce sujet, on veut qu'il soit à l'ordre du jour et c'est important. Donc, concrètement, je vais pas vous dire que on a obtenu le Ségur pour tous et que les métiers de l'humain sont enfin reconnus à leur juste valeur, mais voilà, je trouve que c'est important symboliquement et de le maintenir. Ah, mais c'est clair. Et c'est vrai que cette notion, j'avais pas vraiment pensé à ça, mais c'est vrai que la notion de solidarité, c'est vraiment intéressant. Moi, je fais un peu le parallèle, mais dans les EHPAD, les petites structures et tout ça, c'est rare que ça arrive, mais les rares temps, il y en avait eu un petit peu début 2018 de mobilisation, voire même de petites grèves. Parce qu'en fait, dans les établissements, le problème, c'est que les soignants, ils font jamais grève parce qu'ils sont trop attachés
enfin trop, c'est jamais trop, mais ils se disent, bah ouais, mais si je m'arrête, qui est-ce qui s'occupe des gens? Et donc, bah, je m'arrête pas et je continue, et puis tant pis pour moi, en gros. On est un peu là-dessus. Et je trouve que c'est important que, ben, en tant que direction, du coup, en tant qu'association, il y ait ce soutien. Être capable de dire, bah voilà, on est d'accord sur le fait qu'il faut défendre les salariés, vos conditions, les équipes, et le fait de se mobiliser, c'est vrai que, ouais, d'un point de vue solidarité, c'est un peu la notion esprit d'équipe, en fait. Je trouve que c'est vrai que c'est super important. Et c'est important, par exemple, donc dans les EHPAD, tout le monde ne peut pas venir hein, en manif, c'est sûr. Ouais, Mais par contre, ce jour-là, ils mettent un brassard, dire voilà, on soutient, on est avec vous. Ils envoient des photos, etc. pour les réseaux sociaux. Enfin, il y a différentes formes. On n'est pas obligé de battre le pavé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire euh, pour se faire entendre. bah, ouais, et en même temps, oui et non, parce que c'est clair qu'il y a plein de manières de faire, de communiquer, on reviendra là-dessus. Mais à un moment, pour être entendu, moi, j'ai l'impression que la problématique, c'est ben, faut bloquer les routes, quoi. Entre guillemets, faire chier les gens. Oui, bah oui, je, on Et en arrive. ça, on a beaucoup de mal à le Malheureusement, faire, là, nous. quand on a 10 000 personnes à Lille et qu'il ne se passe rien, c'est quand même, on se dit, bon, il y a un Ouais, problème. c'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. Enfin, ce que je veux dire, euh, c'est quoi la prochaine étape, effectivement? On se pose toujours la question, mais où est-ce qu'il faut aller? Jusqu'où faut-il aller pour se faire entendre? Mm. Mais bon, voilà, nous, on est quand même plutôt pacifique, mais c'est quand même dommage qu'il y ait autant de monde dans la rue et que il y a une faible répercussion. Il y a la presse spécialisée qui relaie, mais au niveau national, ça passe à la trappe et c'est bien triste. Et c'est ça le sujet, puisque finalement, si on veut faire évoluer les choses, c'est aussi une prise de conscience collective. Et encore, parce qu'on l'a vu avec les scandales en EHPAD il y a un peu plus d'un an, mais et à la Ah bah là, il y fin, a du monde au bon, il s'est portillon, passé là. des choses. Ouais, Là, la bah, presse pour s'y en intéresse. parler, c'est ça. Mais finalement, même derrière, qu'est-ce qui se passe réellement? Pas grand-chose. Si, plein d'inspections. La Ouais, réponse étatique, quand même, c'est pas on va mettre plus de personnel, on va être vigilant au bien-être, c'est eh ben on va vous inspecter. Et ça, je trouve ça quand même un peu limite. C'est-à-dire qu'ils vont mettre du personnel en plus pour faire les inspections, qui peuvent en plus se faire sur pièce, hein. Donc on peut, enfin bref, mais c'est ça. Et qui aujourd'hui se font sur place, mais on n'a pas une vraie réponse pour améliorer les choses, finalement. il n'y a Et aucune c'est. réponse de fond et de vision sur. Vous parlez de la loi grand âge. Je pense que tous les acteurs, euh, on a tellement promis de choses pour la loi grand âge qui va nous tomber dessus en plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on sait que la population vieillit, les problématiques sont là, et il ne se passe strictement rien. Il n'y a aucune anticipation, alors que diriger, c'est prévoir. Enfin, Oui, et puis ce qu'il faut faire, on le sait. C'est oui, depuis alors là, 2018, il y a eu les rapports, il y a eu tout ce exactement, qu'il faut. tous les Il n'y a plus qu'à rapports ont appuyer sur été le bouton. faits et ils disent tous la même chose. Ça, je vous rejoins parfaitement. Tous les rapports, genre, n'importe quel ministre a qu'à lire les rapports et appliquer. C'est pas compliqué. Mais apparemment, c'est suffisamment compliqué pour pas l'appliquer. Ouais. Non, on comprend pas, hein. Non, on Parce que comprend pas. c'est juste, enfin, c'est jamais si simple, mais investir dans les métiers, former plus, valoriser, rémunérer et mettre plus de monde. Et à la fin, on gagne de l'argent. Parce que c'est de l'emploi, c'est de la consommation et c'est surtout de la prévention au niveau des soins. Donc on gagne sur Et toute la quelle ligne. Et société on pourtant, veut pour demain? Je trouve ça quand même dingue. Euh, Quand je vous parlais du métier de l'humain avec un grand H, c'est aussi une vision de notre société. On investit sur quoi? Sur notre enfance, c'est une catastrophe. Si je prends l'aide sociale à l'enfance, les listes d'attente, comme je vous disais, etc. Si vos enfants ont des troubles, les personnes âgées, la solitude, il y a peu d'investissement et c'est quelle société on veut pour demain. Et investir sur l'humain, à mon avis, comme vous dites, c'est bien plus productif d'un point de vue capitalistique que ne rien faire.
Ouais, je voudrais. C'est un sujet que je connais moins bien, mais du coup, vous avez peut-être une vue, enfin, je pense, beaucoup plus globale là-dessus. Mais c'est vrai qu'on se plaint beaucoup, hein, en EHPAD de dire on n'a pas assez de moyens, c'est compliqué, c'est pas assez. Mais mon sentiment, c'est que pour l'enfance, justement, c'est encore pire. Parce Oui, mais c'est que, paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a un focus sur les personnes âgées, mais sur le secteur de l'enfance, euh, c'est aussi, et du social hein, en général, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. ouais. Alors, pour rester quand même dans le positif, cette situation, elle est pas nouvelle, hein, de toute façon. Euh, Mais ce qui est vraiment bien, moi je trouve, c'est que vous ayez cette capacité de mobilisation qui est quelque chose qui se passe. Parce que, et qu'on soit pas non plus résigné. Sur le principe, bah voilà, c'est comme ça, il se passe jamais rien, tant pis, et limite, on l'a vu un peu avec les soignants, alors plutôt de l'hôpital, mais un peu aussi des EHPAD qui, en post-Covid, se disent, bon ok, c'est bon, ça changera jamais, c'est foutu, au revoir. Là, ce que je trouve bien, c'est que bah, du coup, vous continuez d'avancer, vous gardez d'une certaine manière l'espoir de que ça s'améliore et vous voilà, vous essayez de faire avancer les choses. Ma question, c'est comment on mobilise, comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a des astuces ou quelque chose d'assez, je sais pas, un peu technique ou voilà, pour mobiliser plusieurs associations? Moi, je vois, c'est en général très difficile de rassembler les gens autour d'un même sujet et puis d'avancer ensemble. Et là, c'est ce que vous faites au niveau régional, voire même au niveau national. Au niveau régional, les personnes se connaissent, travaillent ensemble, il y a une vraie confiance, euh, une bonne ambiance, euh, et puis euh, on est porté par un même objectif. Donc ça, c'est ça qui permet de fédérer. Et le fait de prendre le téléphone et d'aller voir bah, à Lyon, qu'est-ce qui se passe, à Bordeaux, qu'est-ce qui se passe. euh, Comme je disais, les revendications sont pas forcément les mêmes, mais l'objectif commun, c'est les professionnels et les personnes accompagnées, et c'est ça qui permet d'unir. Mais le plus compliqué, c'est comme pour avec les aidants. Ils savent pas qu'ils sont aidants et les autres associations savent pas qu'il se passe quelque chose au niveau national. Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est de dire, eh, venez, on partage la même chose. Et une fois que ils savent qu'on partage les mêmes objectifs, bah, ils viennent avec plaisir. Et ce savoir, par exemple, la manifestation du 28 juin, qu'on n'est pas les seuls ce jour-là à manifester, qu'il n'y a pas que les gens à Lille, sur l'île, mais qu'il se passe aussi des choses à Bordeaux, qu'il se passe des choses à Lyon, dans l'Oise, et ben ça crée une émulsion. Et je suis sûre que si on organise une prochaine euh, manifestation ou mobilisation, on sera encore plus structuré, mobilisé, et si ça se trouve, il y aura d'autres collectifs qui nous rejoindront. En tout cas, je l'espère. Mais comment aller les chercher? Parce que c'est la problématique des établissements, surtout en ce moment. Tension RH, tout ça, problématique budgétaire, inflation. On est sur des établissements, des directions, des équipes qui ont la tête dans le guidon, en fait. Et c'est ça, justement, la difficulté de ressortir un peu la tête de l'eau pour s'exprimer, communiquer et Bah, les réseaux sociaux. réseaux sociaux. Ouais. Alors, ça fait une transition sur le sujet communication, parce que moi, les réseaux sociaux, j'en suis persuadé. Sauf que c'est pareil, les établissements médico-sociaux, concrètement, il n'y a pas grand monde. Ça commence. Ça commence, ça évolue, et il y en a de plus en plus. Mais on reste quand même sur une minorité. C'est mon sentiment. Oui, mais il faut bien partir par une minorité pour faire une majorité. C'est En fait, vrai. petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, surtout dans le social, médico-social. Mais ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, vous êtes sur une stratégie. Moi, j'ai beaucoup, enfin, je vois beaucoup passer vos posts et tout ça, et vous êtes sur quelque chose je trouve, de vraiment intéressant parce que vous êtes sur des posts, une communication qui est drôle, en fait. Vous êtes sur la notion de l'humour, alors que c'est un sujet important. Euh,
pourquoi en fait? Comment c'est venu? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Parce que je suis partisan de dire que c'est pas parce que c'est grave qu'on ne peut pas en rire. Euh, et donc, j'axe toutes les communications, même les plus graves, sur le ton de l'humour. Parce qu'on est trop souvent sur le monde du handicap, sur la tristesse, la vieillesse, oh là là, c'est un naufrage. Et ben non, il y a de la vie, et même si enfin, que ce soit sur tous les sujets, en fait, il faut des choses gaies, partantes, qui donnent envie. De s'investir, de se dire bah ouais finalement le monde du social médico-social c'est pas si chiant que ça, et il se passe des trucs dans les EHPAD, mais il y a une vie incroyable qu'on n'imagine pas et qui est peu mis en avant. Euh, dans nos IME, il y a des projets incroyables qui se font, même l'éthique, on peut parler d'éthique, de fin de vie, ou de questions de transgenre, sans que ça soit lié que à des intellectuels ou sous forme de la tristesse ou etc. Il y a vraiment une façon de montrer des choses pour montrer une autre réalité, euh, et voilà. Donc que ça soit pour le Ségur où on communique d'une manière rigolote pour dire bah ouais il nous manque de l'argent, tout le monde n'a pas les métiers de l'humain etc. Rejoignez-nous. Et les manifestations, les mobilisations, vous verriez, c'est très festif. Voilà, on peut porter des sujets sérieux avec un angle humoristique et je pense que ça prend beaucoup plus que le côté larmoyant. Mais c'est ma position voilà, personnelle, hein. Non, mais moi, je vous rejoins. Après, de toute façon, l'objectif de la communication et de ces sujets-là, c'est de toucher les gens, c'est de passer ce message. Et c'est vrai que le côté larmoyant, bon, on le connaît un peu, c'est assez classique. Et puis, c'est vraiment comment sortir du lot. Et puis, ouais, et pour sortir du lot, je pense qu'il faut apporter un message un peu différent. Et, euh, et que c'est un bon moyen, en tout cas, de se démarquer et de proposer autre chose. Après, je me dis, est-ce que c'est pas aussi un moyen, le côté peut-être d'aller un peu sur la dérision et puis le côté humour, de toucher aussi un public plus large, notamment à travers les réseaux sociaux, parce que si on veut faire avancer les choses, c'est une question de société, en fait. La question de... Bah, Et c'est l'image. Quelle image on veut montrer de nos établissements, de nos secteurs, du monde du handicap, du monde. Voilà, c'est quelle image on veut renvoyer. Et quand on va dans les établissements, on voit qu'il y a de la vie. Et moi, c'est cette vie-là que je veux retransmettre. Voilà. montrer que c'est pas perdu, qu'il se passe plein de choses et que par contre on peut aller plus loin et que ce serait positif pour tout le monde. Est-ce que vous avez des conseils à donner en matière de communication? Alors plus parce que pour des petites assos, pour des établissements qui sont pas encore engagés sur ce sujet-là. Et ben, par exemple pour les EHPAD, c'est vraiment mettre en valeur. Aujourd'hui, avec des outils comme les téléphones portables, on peut faire des super photos. Et c'est simple de prendre des photos ou des petites vidéos, de les mettre en ligne, de communiquer, de faire savoir ce que vous faites auprès des familles, de la presse, des médias. C'est en fait c'est un Il faut généralement que le directeur, parce que si le directeur n'est pas investi, on va pas se cacher, c'est compliqué. Et donc, c'est au directeur aussi de donner des directives à son animateur, à ses professionnels, d'une manière générale, euh, pour montrer ce qu'ils font. Et je vous dis, un simple portable, on fait des choses incroyables. Donc, de oser le faire et surtout de valoriser les personnes. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de faire des photos pour faire des photos. Les premières photos que j'ai eues, elles étaient horribles. L'objectif, c'est bien de mettre les personnes accompagnées en valeur, les professionnels en valeur. Donc, ne publiez que les photos que vous-même vous feriez pour votre famille. Vous n'allez pas mettre votre grand-mère qui tire la langue sur, en communication. C'est la beauté euh, et l'instant et sont vraiment à valoriser. Alors c'est vrai que c'est le directeur qui doit porter, mais sur la question communication et encore pire réseaux sociaux, tout le monde flippe. Du bad Oui, et buzz, du alors truc, là, je vous de... rejoins parfaitement. Quand je suis arrivée avec mes gros sabots en disant ouais, on va sur Facebook,
Euh, on m'a dit, mais on va se faire, si on se fait allumer, comment on fait? Si on se fait attaquer, comment on fait? Et en fait, bah là, on va atteindre 10 000 abonnés. C'est beaucoup les EHPAD hein, qui communiquent. On doit avoir une fois tous les 6 mois un commentaire un peu négatif sur lequel on répond. Le social, médico-social, on a de la chance. On n'est pas des mutuelles où on se fait aligner tout le temps par les gens. Les gens sont vraiment dans la bienveillance. Et ça, je l'ai remarqué, que ça soit sur tout le médico-soc, hein, en général le social. En tout cas, les gens sont bienveillants, les familles sont bienveillantes, les professionnels sont bienveillants, le large public sont bienveillants. Après, dès qu'on sort, par exemple, là, on a fait un reportage avec une télé dans un de nos ESAT. Ça a été publié sur leurs réseaux sociaux à eux. Les commentaires étaient très agressif c'est un peu la vraie vie, voilà. Mais en tout cas, si les associations font leur page, etc., ça va bien se passer, vraiment. Ah. Ouais, je suis d'accord. Il y a juste une question réglementaire un peu bête, c'est et le droit à l'image, parce que ça, c'est le premier frein. Le droit à l'image, alors nous, c'est toutes les personnes, enfants, personnes sous tutelle, adultes, personnes âgées, il y a le droit à l'image, ils remplissent un droit à l'image. Qui en plus, avec la RGPD, c'est encore plus strict. Mais ça, on fait très, très attention, notamment, par exemple, quand on filme dans les crèches, que les enfants aient bien droit à l'image, les personnes âgées droit à l'image. Voilà, les personnes sous tutelle, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais il y a un doute où la personne ne veut pas, parce qu'il y a aussi le consentement de la personne, elle n'a Mhm. peut-être pas envie de se retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est un point d'orgue pour nous. Mais Ouais, les familles sont contentes hein, de voir que leurs personnes âgées vont bien, que leurs enfants font plein de trucs. Ça les valorise quand même. C'est pour ça que je disais de mettre des belles photos, parce que de voir des belles sorties et voir des gens souriants, c'est quand même sympa. oui, puis on renvoie une image positive et voilà. Et puis c'est aussi un moyen de faire parler des établissements pour aussi voilà prendre conscience de ce qui est fait, de ce qui manque et puis mobiliser autour des sujets. Oui, et ça revient à notre discussion du début, c'est-à-dire que quand on parle des EHPAD, bah, bim, c'est l'affaire d'Orpea qui De ressort. C'est maltraitance. pas Ouais. de maltraitance, et ça c'est quand même problématique. Ou par exemple dans l'enfance, en disant oh là là, il y a des graves problèmes. C'est aussi montrer le côté positif des choses. Ok. Alors pour conclure, une dernière question sur tout ce qui peut être mobilisation pour les métiers de l'humain. Quelle perspective, qu'est-ce qu'on attend et quelles prochaines étapes? Bah, les prochaines étapes, c'est on espère être euh, écouté par le gouvernement, qui est une vraie politique une fois, ça serait bien. Donc déjà la prime pour tous, ça c'est la condition sine qua non. Et puis revaloriser les métiers de l'humain, hein, que ce soit sur la reconnaissance, sur la formation, le nombre de personnels, d'accompagnants, nombre de places. Voilà, donc il y a du boulot. Ok. Si on veut participer à cette mobilisation, à qui on s'adresse? Et ben il y a bah, sur les réseaux sociaux, il y a le collectif pour tous. Sur LinkedIn notamment, avec une adresse mail qu'on pourra vous passer. Ok, super. Eh ben, merci pour toutes ces infos. Et puis, alors, je sais pas, est-ce qu'on croise les doigts pour que ça évolue? Ah bah, j'espère bien, j'espère bien. De toute façon, c'est une nécessité, hein. Enfin, c'est pas on croise les doigts, il faut que ça se fasse. Il faut que ça évolue et c'est un impératif pour le monde dans lequel on vit. On y croit. On y croit. Merci et à bientôt. Merci Arnaud. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.